Maud Caillot, je travaille à la jumenterie du pain et je vais vous parler de cryoconservation de l'embryon équin et de savoir un peu où on en est début 2016. Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, mais pourquoi s'entêter et pourquoi vouloir cryoconserver l'embryon équin? Donc il y a plusieurs intérêts à la congélation. La première, ça va être de pouvoir créer une cryobanque d'embryons pour les races menacées en voie d'extinction. Ceci, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Donc, de manière à pouvoir reconstituer une race, alors rapidement, on va dire plus rapidement que si on a juste à disposition de la semence, en sachant qu'en décongelant l'embryon et en le transférant dans une jument, on retrouvera le modèle original. Avec de la semence, on est obligé de repasser par plusieurs générations avant de retrouver la race espérée. Et puis, ça permettra de diminuer les coûts de conservation. On a besoin de conserver moins de paillettes d'embryons que de semences pour pouvoir régénérer une race. Le deuxième intérêt de la cryoconservation, c'est pour faciliter les échanges au niveau international. À l'heure actuelle, un embryon, il est possible de le réfrigérer à 4 degrés sur une durée maximale de 24 heures, ce qui limite un peu les échanges. Et le troisième intérêt qu'on peut voir à la congélation de l'embryon, c'est au niveau de la gestion dans les centres de collecte et de transfert, la gestion des troupeaux de receveuses, qui est une contrainte énorme pour les centres de collecte, avec des gros troupeaux de receveuses à gérer pour la synchronisation entre la jument donneuse et la jument receveuse. Donc avec un embryon qui est dans l'azote, on aurait le troupeau de receveuses, et au moment où elle est au stade opportun pour le transfert, l'embryon, on le décongèle et on le transfère dans la receveuse. Donc, la deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'ait encore pas développé cette technique à grande échelle et pourquoi l'embryon équin est difficile à congeler? Alors, il présente une particularité, l'embryon équin, c'est la capsule. Donc, la capsule, c'est une couche de glycoprotéines qui se forme au moment où l'embryon arrive dans l'utérus. Et elle reste en place environ pendant 25 jours, tout en s'épaississant au fur et à mesure que l'embryon grandit. Son rôle physiologique de la capsule, il n'est encore pas complètement connu, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est indispensable au développement de l'embryon pendant cette première phase de gestation. Le problème, c'est que cette capsule de glycoprotéines limite l'entrée des cryoprotecteurs. Donc, cryoprotecteurs, c'est des molécules qu'on va mettre en contact avec l'embryon pour le protéger lors de la descente en température. Donc, il y a des glycoprotecteurs qui sont aussi des cryoprotecteurs qui sont aussi mis en contact avec les spermatos quand ils sont congelés. Et du coup, la capsule empêche l'entrée dans l'embryon, et ce qui provoque des dégâts sur l'embryon quand la température descend. Une deuxième contrainte de l'embryon équin, c'est par rapport à sa taille. Quand on collecte 7 jours après l'ovulation, donc une collecte, on va dire, classique en termes de date, l'embryon a une taille qui est très variable et qui est souvent supérieure à 300 microns. Et ça commence à être la taille limite pour une congélation efficace. Et à J7, on va pouvoir récolter des embryons qui vont faire 250 microns et des embryons sur une autre jument qui fera 700 microns. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'homogène, et pour la congélation, c'est embêtant. Et la dernière caractéristique, c'est donc la quantité de liquide qui est présente dans l'embryon. Évidemment, plus l'embryon va être gros, plus la quantité de liquide est importante. Et qui dit liquide, quand on descend à moins 196 la température de l'azote, dit formation de cristaux et donc dégâts au niveau des cellules embryonnaires. Alors, on n'est pas au stade 0 en termes de cryoconservation. Depuis plusieurs années, il y a quand même des chercheurs qui se penchent sur la question et qui avancent. Et donc la technique pour la cryoconservation qui fonctionne actuellement, il faut une première partie qui est la préparation de l'embryon avant la congélation. Et cette préparation consiste en fait à vider une partie du liquide de l'embryon
ce qui fait qu'il y a moins de dégâts au niveau de l'embryon quand la température descend. Et pour vider le liquide, on procède par aspiration avec la micromanipulation. Et pour micromanipuler l'embryon, il faut un matériel assez conséquent et coûteux, donc qui consiste à avoir un microscope inversé avec une platine chauffante. Et ensuite, monté sur ce microscope, on a du matériel de micromanipulation, donc avec 2 blocs moteurs sur lesquels sont positionnées des pipettes. Donc une première pipette qui va maintenir l'embryon et une deuxième pipette qui va servir à piquer dans l'embryon pour aspirer le liquide. Et ces pipettes sont manipulées avec des joysticks pour déplacer la pipette au niveau de l'embryon de manière très fine. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Qui est où? Ah non, je cliquais directement dessus, pardon. Il fallait que tu laisses en nettoie. Tu l'as fermé? Non, c'est pas celui-là. Désolée, il est là. Il fallait que tu restes comme Oui, ça. oui. Excusez-moi. Donc voilà, quand on est sous le microscope avec les pipettes, donc on a la pipette qui maintient l'embryon et la pipette qui va venir piquer dans l'embryon. Donc il faut évidemment bien positionner l'embryon de manière à ce qu'on ne pique pas dans le bouton embryonnaire, qui est le futur poulain. Et une fois que la pipette est rentrée, donc on va aspirer le liquide. Donc c'est en temps réel, la vidéo. Donc on voit une contraction à l'intérieur de l'embryon. Donc quand on fait ça, ça fait toujours un peu peur de voir ce genre d'embryon. Mais je sais que cet embryon-là a donné une gestation derrière. Donc il ne faut pas avoir trop peur quand même. Donc voilà, une fois qu'on a aspiré le liquide, donc la pipette d'aspiration ressort. L'embryon, évidemment, on relâche la pression du côté de la pipette de maintien pour le libérer. Donc ça, c'est l'étape de préparation. Donc l'embryon est un peu aplati à la fin de cette étape-là. Voilà. Donc je vous ai montré la vidéo. Maintenant, je vais vous dire tout. Donc il faut un geste qui est important. Et ce geste, il doit être un peu maîtrisé. Et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pendant qu'on fait cette étape-là. Donc la première difficulté, ça va être de bien orienter l'embryon, parce que là sur la vidéo, il était tout de suite bien orienté. Donc quand je dis orienté, c'est là on voit une masse un petit peu plus foncée, donc qui correspond au bouton embryonnaire. Évidemment, il faut positionner le bouton embryonnaire au nord ou au sud, mais surtout pas en face la pipette d'aspiration. La deuxième difficulté, c'est, alors j'ai mis embryon mou parce que c'est comme ça que je le sentais moi avec les pipettes quand je le faisais. Un embryon, quand il est gros, il y a une certaine pression sur sa paroi, ce qui fait que quand la pipette arrive, elle rentre directement, sans trop de difficulté. Quand l'embryon est un peu plus petit, il y a moins de pression, ce qui fait que ma pipette, donc j'ai essayé de schématiser comme ça, elle arrive à droite de l'embryon, elle s'enfonce, on voit l'embryon qui s'enfonce en même temps, mais qui finalement ne vient pas percer. Ensuite, une autre difficulté, c'est de pouvoir évaluer la quantité de liquide qu'on aspire. Dans les publis américaines qui ont mis au point la technique, ils parlaient de 70%, il fallait aspirer 70% du liquide embryonnaire. Sauf que les premières fois en manip, 70%, c'est pas facile à évaluer. Donc, pour être très honnête, là, pour l'instant, j'aspire et je le fais un peu sans volume évalué.
Ensuite, on a de temps en temps l'embryon qui vient se décoller de la pipette de maintien. Donc là, on a l'embryon avec la pipette d'aspiration à l'intérieur et c'est décollé de l'autre côté, ce qui fait qu'on n'a plus moyen de le rattraper pour enlever notre pipette d'aspiration. Et la dernière difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est l'embryon qui reste collé à la pipette d'aspiration. Donc on a aspiré tout le volume, une grande partie du liquide, et quand on veut ressortir la pipette, l'embryon reste maintenu sur cette pipette, et du coup on est obligé à main levée d'aller positionner une autre pipette au niveau de l'embryon ici, et de reculer la pipette d'aspiration tout en maintenant l'embryon de l'autre côté. Donc autant dire que c'est un geste qui ne s'acquiert pas en 2-3 manipulations d'embryon. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là, ensuite vient l'étape de cryoconservation proprement dite. Et la technique qu'on utilise, c'est la vitrification. Donc la vitrification, c'est un passage direct de l'état liquide à un état solide amorphe, donc on dit vitreux. Pour pouvoir vitrifier correctement, il va falloir des concentrations en cryoprotecteur qui sont élevées. Donc on est à 7,5 molaires dans notre dernier bain avant la vitrification, ce qui est une concentration élevée, en sachant qu'une congélation dite lente, la deuxième technique, les concentrations sont aux alentours de 2,5 molaires en cryoprotecteur. Donc on est 3 fois plus en termes de concentration. En sachant que les cryoprotecteurs sont quand même toxiques. Donc plus on met des concentrations élevées, plus on a cette toxicité. Donc il faut vraiment qu'ils soient en contact très rapide avec ces fortes concentrations avant d'être plongés dans l'azote. La vitesse de refroidissement avec la vitrification classique, c'est 2500 degrés minutes. Pour l'embryon équin, la meilleure technique, c'est la vitrification ultra rapide, avec une descente en température à 25 000 degrés minutes. Et c'est rendu possible en utilisant des paillettes qu'on appelle OPS, donc avec un bout, une extrémité très fine. Donc l'embryon va être monté dans cette extrémité dans un micro-volume, en fait. Ça va être il monte par capillarité dans la paillette. Et la paillette n'est pas bouchée. Donc une paillette de semence classique, quand elle est fabriquée, elle est sertie d'un côté avant d'être plongée dans l'azote. Là, l'embryon monte dans la paillette et la paillette est directement jetée dans l'azote. Il n'y a pas d'étape de bouchon sur le bout de la paillette. Donc, venons-en un peu aux résultats qui ont été obtenus. Donc, les premiers résultats encourageants en France sont issus en fait d'un projet qui est financé par le Conseil scientifique de l'IFCE, réalisé par Florence Guignot à l'INRA de Nouzilly. C'était un projet qu'on avait en collaboration. Donc, il y avait la première partie, production et vitrification des embryons, qui était réalisée à l'UEPAO à l'INRA de Nouzilly, donc avec des embryons récoltés à J7. Donc, le liquide était micro-aspiré. Et en plus, elle réalisait une biopsie à partir des cellules du trophoblaste. Donc récupérer quelques cellules, alors pas du bouton embryonnaire évidemment, pour pouvoir réaliser des analyses ADN par la suite. Donc par exemple le sexage, là c'est ce qu'on avait fait pour la manip en 2013, mais il y a aussi la possibilité de faire des analyses ADN pour la couleur de la robe, pour des maladies génétiques comme la myotonie par exemple. Donc c'est un intérêt en plus de la congélation de l'embryon. Les embryons étaient vitrifiés dans un milieu de base qui était un milieu qu'elle utilisait à l'INRA pour d'autres espèces d'embryons. Et ensuite, elle venait à la jumenterie du Pin avec ses embryons dans l'azote. Elle les avait décongelés et je les avais transférés sur des jeunes... D'ailleurs, c'est la diapo d'après, sur des jeunes juments de sel de la jumenterie du Pin. En 2013, il y a eu 9 transferts d'embryons qui ont été réalisés, donc embryons congelés et décongelés,
Sur ces 9 embryons, il y a 7 embryons qui étaient intègres à la décongélation. Donc quand on dit intègre, c'est avec la présence de la capsule. Il y en a 2 qui étaient sans capsule à la décongélation. Donc ces 2-là, comme on ne jette pas trop les embryons équins, je les ai quand même mis dans la jument en me disant on verra bien ce que ça donne. En ayant quand même une idée du résultat du diagnostic de gestation par la suite. En 2014, l'année d'après, on avait de nouveau réalisé 7 transferts. Et sur les 7 embryons décongelés, les 7 avaient leur capsule à la décongélation. La différence entre les 2 années au niveau des manips, c'est par rapport au milieu de décongélation. En 2013, le milieu de décongélation, c'était son milieu qu'elle avait utilisé, le milieu d'autres espèces, le SOF. Et en 2014, on s'est dit, on va utiliser un milieu de base simple, à savoir le milieu qu'on utilise pour laver et conserver les embryons équins. Et au niveau des résultats, donc en 2013, on a eu 5 DG positifs à 14 jours. Donc effectivement, les 2 embryons qui ont été transférés sans leur capsule n'ont pas donné de gestation. Sur ces 5 DG+, il y a 4 juments qui étaient toujours pleines à 25 jours, donc avec un cœur qui était visible. Et ces 4 gestations, on a décidé de les emmener le plus loin possible en se disant on verra bien si ça va jusqu'au bout. Et au printemps 2014, il y a eu les 4 naissances, toutes du sexe qui avait été prédit par les analyses ADN sur les cellules récupérées. Donc les 4 poulains qui sont nés, je n'ai pas les photos, mais ils sont en bonne santé, donc Sophie peut vous le témoigner, elle en a un. Et en 2014, on a eu 4 DG positifs sur les 7 transferts à 25 jours, donc avec l'embryon et le cœur qui étaient viables aussi. Pour des raisons pratiques, on n'a pas pu conserver ces gestations parce que pour l'année suivante, les poulinages, c'était compliqué au niveau de la gestion. Du coup, on a arrêté les gestations à 25 jours après avoir vu un cœur viable. Si on avait pu, on les aurait gardées jusqu'au bout, si elles avaient été maintenues, évidemment. Donc, c'est des résultats qui sont plutôt encourageants. C'était les 4 premiers poneys à être nés en France issus d'embryons cryoconservés. Donc ça, c'était pour le projet financé par le conseil scientifique de l'IFCE. En parallèle, à 2 années près, il y a un gros projet qui a été lancé par l'INRA. Donc un projet pour un centre de ressources biologiques pour animaux domestiques, donc qui a eu un investissement par l'Agence nationale pour la recherche. Et dans ce gros projet, il y a une petite partie qui est allouée pour la cryoconservation de l'embryon dans l'espèce équine et asine. Et du coup, je travaille sur cette partie du projet. Et j'ai donc réalisé en 2015, en sachant qu'à la jumenterie, on a eu l'équipement pour faire de la micromanipulation sur l'embryon, sur la possibilité éventuellement de réfrigérer les embryons avant de les congeler. Donc c'était réalisé en 2015. Donc les embryons étaient produits et vitrifiés à la jumenterie du Pin. Donc les collectes, pareil, étaient réalisées 7 jours après l'ovulation. Et du coup, il y avait 2 lots expérimentaux. Le lot que j'ai appelé direct avec la micromanipulation et la vitrification à la suite de la collecte. Et le lot réfrigéré pour lesquels les embryons étaient placés dans un équiténaire à 4 degrés et micromanipulés et congelés que le lendemain. Pour ce qui est de la décongélation des embryons, une partie des embryons ont été décongelés à la jumenterie et transférés in vivo. Et une partie des embryons, je suis allée à l'INRA de Nouzilly pour les décongeler et les cultiver in vitro. Le milieu de base pour la congélation et la décongélation, c'était le milieu qu'on utilise classiquement pour laver l'embryon quand on fait une collecte d'embryons. Au niveau des résultats, donc on a réalisé 77 collectes d'embryons. On a obtenu 43 embryons, ce qui fait un taux de collecte de 56%.
Donc de ce côté-là, on est plutôt dans les normes en termes de taux de collecte d'embryons. Ensuite, j'ai décongelé 16 embryons pour les transférer in vivo. Donc il y en avait 8 du lot direct et 8 du lot réfrigéré. Et j'ai eu 2 diagnostics de gestation positifs à 25 jours. Donc 12,5% de gestation, un dans chaque lot. Autant dire que quand j'ai eu ces résultats-là, j'étais un peu déçue par rapport aux plus de 50% qu'on avait obtenus avec les manipulations de Florence Guignot. Alors évidemment, je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai trop abîmé les embryons à la micromanipulation? Alors ça, j'en étais persuadée, avec tous les problèmes que j'ai pu vous lister quand on micromanipule les embryons. Je me suis dit, je les ai bousillés au moment où j'ai micromanipulé. Ensuite, est-ce qu'il y a un souci au moment où je fais la vitrification en soie, qui est quand même un geste, c'est très rapide, mais c'est un petit geste technique à acquérir au moment où on jette la paillette dans l'azote. Est-ce qu'il y a un souci pareil au moment de la décongélation? À partir du moment où l'embryon sort la paillette sort de l'azote, il faut qu'elle soit très rapidement en contact avec un milieu pour avoir un échange entre le milieu intérieur où il y a les cryoprotecteurs à forte concentration et le milieu où on veut le rééquilibrer avant de le transférer. Et je me dis peut-être que mes embryons sont restés en contact trop longtemps avec le cryoprotecteur, ce qui était toxique pour eux. Et puis comme je ne voulais pas me mettre que en cause dans tout ça, je me suis dit, est-ce que finalement, je n'ai pas aussi un petit problème au niveau de mes receveuses à la jumenterie? Et c'est pour cette raison, pour essayer de répondre un peu à toutes ces questions, que j'ai décidé de prendre mes embryons et d'aller à l'INRA pour les mettre en culture in vitro. Pas que je voulais pas faire de transfert, mais on arrivait à la saison à la jumenterie où les juments étaient pour la formation et je n'avais plus trop à disposition pour la recherche. Du coup, j'ai dit je vais aller à l'INRA, on va les mettre en culture et déjà on verra ce que ça donne dans une boîte. Donc la décongélation a été réalisée par Florence Guignot. Donc ça pouvait éliminer déjà la manipulation par moi. Donc j'ai emmené 12 embryons. Sur ces 12 embryons, j'ai pris entre guillemets mon second choix. Donc ceux que j'ai décongelés pour les mettre dans les juments, c'était les embryons pour lesquels j'avais l'impression d'avoir moins eu de soucis au moment de la congélation. Les 12 que j'ai emmenés à l'INRA, j'avais noté un peu plus de problèmes au moment où je les avais micromanipulés. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que les deux lots n'étaient plus équilibrés au moment où c'était la culture in vitro. Donc sur 9 embryons du lot direct, il y en a un qui n'a pas été retrouvé à la décongélation. Donc là, il y a eu un souci à un moment ou à un autre. Il y en a 3 qui n'avaient plus leur capsule au moment où où Florence les a décongelés, et 5 qui étaient intègres. Et les 3 du lot réfrigéré étaient intègres au moment de la décongélation. Ils ont été mis en culture pendant 48 à 72 heures. Donc ça, c'est des exemples d'embryons, d'images qu'on peut avoir au moment où on décongèle. Donc évidemment, moi, quand je vois ça, je me dis c'est pas très bon signe en général. Donc là, on a des embryons des deux lots, donc direct ou réfrigérés, avec des tailles un peu différentes. Au bout de 24 heures, quand on reprend une photo, on avait ça. Donc des embryons qui reprennent leur croissance, avec certains qui ont des cellules qu'on appelle exclues, qui font plus partie de la masse embryonnaire. Et à 44 heures, on a ce genre de photo. Donc les embryons ont repris leur croissance in vitro, que ce soit dans le lot direct ou le lot réfrigéré. Donc ces résultats in vitro m'ont un peu rassurée, étaient plutôt encourageants. Ça reste de l'in vitro, évidemment. Les 3 embryons qui étaient sortis de leur capsule, in vitro, la capsule n'est pas indispensable. Et on le voit sur les photos, en fait, ils ont regrossi tous les 3. Alors, on a la capsule qui reste à côté de l'embryon, mais la partie embryon grossit in vitro. Alors, in vivo, ces embryons-là n'auraient certainement pas donné de gestation. Et certains embryons ont
sont sortis de leur capsule après 44 heures de culture. Donc là, j'ai mis une photo d'un exemple d'embryon donc qui a grossi à 24 heures. Et à 44 heures, on voit qu'il sort, qu'il reprend une croissance, mais à l'extérieur de la capsule. Alors, est-ce que le point ici où il sort, est-ce que c'est le point d'impact de ma pipette? Je suppose que oui. Donc ça a permis de répondre un peu à quelques questions. Est-ce que les embryons ont été trop abîmés à la micromanipulation? A priori non, parce qu'ils reprennent quand même une croissance in vitro. Pareil pour la manipulation des paillettes au moment où elles sont plongées dans l'azote. Pour ce qui est de la décongélation des paillettes, pour la culture in vitro, c'est Florence Guignot qui les a décongelées, donc qui maîtrise le geste. Donc de ce côté-là, je ne peux pas exclure le fait que moi, je ne maîtrise pas ce geste-là et qu'il y a probablement un problème quand je décongèle. Sur la fertilité des receveuses, sur les juments de la jumenterie du Pin, c'est difficile à vérifier par rapport au planning de formation et des juments qui servent quasiment tout au long de l'année pour les inséminateurs, les chefs de centre et autres formations. Donc l'idéal, ce serait que j'essaie de transférer les embryons sur des juments qui ont une fertilité connue. Donc peut-être sur le troupeau de ponettes de Nousilly qui est sélectionné en fonction de la fertilité des ponettes. Donc pour conclure, la vitrification est possible pour l'embryon équin, mais nécessite un matériel qui est coûteux pour préparer l'embryon et un geste technique qui demande quand même une grande expérience et beaucoup de manipulation avant d'avoir des résultats. Donc sur le terrain, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc ça reste encore de l'hypothèse, mais la solution pourrait passer par la réfrigération avant vitrification. Imaginons des centres de collecte, donc qui collecteraient les embryons, les mettraient en équithénaire et pourraient les envoyer vers le centre de congélation qui serait équipé et expérimenté. Mais évidemment, avant de proposer ça, ça nécessite un plus grand nombre d'embryons expérimentaux pour pouvoir faire des statistiques par derrière. Et en même temps, s'expérimenter au niveau de la micromanipulation, en sachant qu'il y a d'autres résultats qui vont arriver courant 2016 et qui sont plutôt intéressants et encourageants. Voilà, et je vous remercie de votre attention.